Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Yanis Varoufakis, professeur, ancien ministre des Finances de la Grèce et fondateur de DiEM25, le mouvement pour la démocratie en Europe. Merci, c'est un plaisir de vous revoir. Le monde est devenu bien plus dangereux depuis notre dernière conversation. Oui, en effet. Merci Glenn, c'est toujours un plaisir d'être de retour. Tes podcasts sont un rayon de lucidité dans cet environnement sombre dans lequel nous sombrons de plus en plus. Eh bien, merci, j'apprécie cela. Mais je vois que cette guerre en Iran, en plus d'être dangereuse, est aussi très intéressante, parce qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Les États-Unis sont évidemment beaucoup plus puissants, ce qui explique sans doute pourquoi il y a eu une bonne dose d'arrogance. Ils sont entrés dans cette guerre avec beaucoup de confiance et l'hypothèse d'une domination dans l'escalade. Nous voyons les Iraniens contraints de se battre par d'autres moyens, notamment en ayant la capacité de bloquer le commerce de l'énergie. Et étant donné qu'ils perçoivent également cela comme une menace existentielle, pas seulement comme un effort pour libérer les femmes ou autre chose, ils semblent disposés, ou du moins prêts, à paralyser l'économie mondiale afin d'éviter la défaite. Alors, comment voyez-vous l'évolution de cette guerre? Parce qu'il semble que tout le monde y joue son va-tout et qu'il ne reste plus beaucoup de marge pour quiconque. Eh bien, il faut se rappeler que ce n'est pas nouveau. Les États-Unis se sont engagés dans une série de conflits asymétriques où ils sont entrés avec une immense confiance et en sont sortis parfois de nombreuses années plus tard, les ailes coupées. Ainsi, vous savez, l'Afghanistan, ils ont envahi l'Afghanistan. Il leur a fallu 20 ans pour être vaincus, mais ils l'ont été et ils sont partis en laissant le pouvoir aux talibans, qu'ils avaient initialement prévu d'éradiquer lors de l'invasion initiale. Ils ont laissé les talibans plus forts que jamais. L'Irak, vous savez, le choc et l'effroi. George W. Bush y entre, prend effectivement l'Irak en un jour ou deux, déclare la victoire sur le porte-avions, si vous vous souvenez, je suis sûr que vous vous en souvenez, puis l'usure a commencé jusqu'à ce que, de nouveau, les États-Unis soient vaincus. Je pense que la différence ici, c'est que les États-Unis, s'ils font face à quelque chose, c'est à une opposition bien plus forte que celle rencontrée en Afghanistan, en Irak, en Libye ou en Syrie. Des pays qu'ils ont dévastés avec de mauvaises intentions dès le départ. Le régime iranien s'y est préparé, et il est assez intéressant, n'est-ce pas, de constater qu'il est encore capable de frapper Tel Aviv et les bases militaires américaines dans la région du Golfe. Au final, en une semaine environ, on voit désormais que le seuil de tolérance à la douleur du gouvernement américain semble bien plus bas que celui du régime iranien. Eh bien, il semble aussi que si l'on examine l'économie de cette guerre, un peu comme en Ukraine, on constate que la puissance industrielle est essentielle, qu'on ne peut plus compter sur ces chaînes d'approvisionnement internationales. Par le passé, nous partions simplement du principe que si tout le monde pratiquait le libre-échange, chacun suivrait son avantage comparatif. Mais les leçons tirées de l'Ukraine et de l'Iran montrent que les grandes puissances ont besoin de souveraineté technologique, d'une certaine sécurité des chaînes d'approvisionnement et bien sûr d'une force industrielle. Cela change-t-il désormais toute notre idéologie? Car au cours des dernières décennies, tout devait tourner autour du libre-échange. Si quelqu'un d'autre pouvait fabriquer vos armes, il fallait externaliser. Mais comment pensez-vous que cela va évoluer, surtout à l'échelle mondiale? Car cette leçon semble peu à peu faire son chemin. Oui, eh bien, vous soulevez un bon point. La différence avec la guerre du Vietnam, c'est que tout ce qui a suivi le début des années 1970 et la disparition de Bretton Woods
l'ère de la financiarisation et du néolibéralisme, comme vous l'avez indiqué, a été une période durant laquelle les fondations industrielles de l'Occident ont été bradées par les élites occidentales, par les classes dirigeantes occidentales. Elles ont été délocalisées et ces élites ont essentiellement misé sur leur secteur financier. Aujourd'hui, elles misent sur leur secteur des grandes technologies. Elles pensaient pouvoir s'en sortir sans industrie. Dans le cas du Royaume-Uni, Margaret Thatcher a en réalité mené l'assaut du mouvement néolibéral contre l'industrie afin d'éradiquer les syndicats, essentiellement pour vaincre la classe ouvrière dans une guerre de classe particulièrement brutale. Elle a été la première à ouvrir la voie à ce processus de désindustrialisation et au transfert des capacités industrielles vers des endroits comme la Chine, le Vietnam, l'Asie du Sud-Est, et ainsi de suite. Donc tu sais, les conséquences finissent par se faire sentir. Mais je suis particulièrement surpris, Glenn, que Donald Trump soit tombé dans le piège. J'aurais pensé qu'avant de prendre la décision insensée de déclencher une guerre contre l'Iran, sans aucune stratégie de sortie, il aurait essayé de faire ce qu'il a fait au Venezuela. C'est-à-dire, tu sais, intervenir, faire quelque chose de vraiment contraire au droit international, comme enlever Maduro, dans le cas de l'Iran, tuer Khamenei, puis déclarer la victoire et rentrer chez lui. Parce que s'il avait simplement fait cela, alors il aurait été tranquille. Tu sais, un peu comme le Venezuela, qui au final n'a été qu'un très bref moment pendant lequel il pouvait prétendre avoir renversé un dictateur, entre guillemets. Pour reprendre les termes de Roosevelt, un salaud qu'il considère comme son propre salaud, ou pas son propre salaud, comme dans le cas de Trump. Mais il ne l'a pas fait. Et je pense que la raison pour laquelle il est tombé dans ce piège, celui d'entrer dans une guerre qu'il aspire désormais avec des effets politiques dévastateurs pour lui, c'est Israël. Netanyahou a une fois de plus prouvé qu'il était parfaitement capable d'entraîner le gouvernement des États-Unis dans une guerre sans fin, une guerre permanente, qui constitue la stratégie d'Israël pour instaurer une insécurité permanente dans l'esprit des Israéliens, afin qu'ils poursuivent sans cesse une nouvelle guerre dans la région. Que ce soit au Liban, au Yémen, en Syrie ou maintenant en Iran, tout cela n'a qu'un seul but, créer beaucoup de bruit. Maintenir tous les Israéliens accrochés à la logique belliciste et à cette fausse idée qu'ils se battent pour leur vie et leur survie. Cette fausse idée est nécessaire pour poursuivre la seule chose qui importe à Netanyahou, l'annexion de la Cisjordanie, le nettoyage ethnique progressif et permanent jusqu'à ce qu'il ne reste plus de vie palestinienne en Palestine. Et bien sûr, ça va de pair, depuis l'époque d'Ariel Sharon, avec la transformation de Gaza, d'abord en camp d'enlèvement, puis en lieu de génocide. Mais vous avez mentionné l'Irak et l'Afghanistan. Eh bien, je suppose que ce qui était différent là-bas, c'est que les États-Unis disposaient d'une plus grande domination dans l'escalade. Ils pouvaient contrôler la guerre dans une plus large mesure. Cette fois, bien sûr, ils ne répondent pas aux questions de savoir pourquoi intervenir, ce qui peut être accompli et comment en sortir. Il semble que les Américains n'aient pas vraiment envisagé, enfin, ils ont considéré la possibilité que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz comme peu probable. Cela n'a donc pas été pris en compte comme un scénario qu'ils pensaient voir se produire, ce qui est très étrange, car ce devrait être la première chose que l'Iran ferait s'il faisait face à une telle menace existentielle. Priver l'Amérique de ce contrôle de l'escalade, mettre l'Iran sur un feu doux. Pourquoi pensez-vous que cette erreur de calcul a été aussi radicale? Parce que nous voyons cela non seulement comme une mauvaise planification de guerre, mais aussi comme une mauvaise planification narrative en amont.
Ils ne se sont même pas mis d'accord sur une histoire commune expliquant pourquoi ils ont attaqué. Une fois qu'ils essayent d'en inventer une, ils finissent par donner l'impression qu'Israël a choisi cette guerre à leur place. Et ils ne peuvent pas dire ça. Alors on les a vus aller d'un argument à l'autre. Vous savez, est-ce une question de libération des femmes, de libération de l'Iran? Et puis le lendemain, Trump dit que notre objectif est de faire en sorte que la nation iranienne ne puisse plus se reconstruire. Je veux dire, il ne semble pas non plus y avoir de récit cohérent. Comment expliquez-vous non seulement la mauvaise évaluation, mais aussi la mauvaise planification? Est-ce simplement de l'hubris ou quoi? Parce que c'est assez spectaculaire. Je vais être controversé et bref dans ma réponse, simplement parce que rien de tout cela n'a de sens pour moi. Je ne pensais tout simplement pas que Trump, qui, ne l'oublions pas, durant son premier mandat, avait réussi à résister à la volonté d'Israël de le pousser à une guerre contre l'Iran, changerait de cap. Il y avait une immense pression sur Trump, comme il y en avait eu sur Obama et d'autres présidents américains venant de Tel Aviv, venant d'Israël, pour déclencher une guerre contre l'Iran. Et Trump 1.0 y a résisté, et avec beaucoup de succès. Alors ta question est, comment est-il tombé dans le piège dans lequel il se trouve maintenant? Parce que je ne vois pas comment il pourra s'en échapper. Et la seule réponse que je peux formuler, Glenn, et c'est là la partie controversée, c'est qu'il n'y a absolument aucune logique à ce qu'il fait. Il me semble que la seule explication rationnelle est que Netanyahou avait quelque chose contre lui, qu'Israël exerçait une certaine emprise sur Trump 2.0 qu'il n'avait pas sur Trump 1.0. Et c'est ce qui explique pourquoi il s'est engagé là-dedans, car il ne peut y avoir aucune autre explication. Tu l'as formulé brillamment quand tu as dit « À quoi pensait-il » Croyait-il que le détroit d'Ormuz resterait ouvert s'il menait une campagne de bombardement sans fin contre l'Iran? Donc, en l'absence de toute autre explication rationnelle à ce qu'ils ont fait, la seule conclusion à laquelle je puisse parvenir est que Netanyahou détenait quelque chose contre lui, que Trump craignait plus encore que le bourbier dans lequel il s'est maintenant enlisé, juste avant les élections législatives de novembre. Mais c'est un point absolument crucial que tu as soulevé 2 fois déjà dans notre conversation, et je dois y répondre. Tu as mentionné l'excuse selon laquelle ils essayent de libérer les femmes, et c'est une question à laquelle je pense que nous avons le devoir de répondre. J'ai le devoir d'y répondre. Quand les impérialistes libéraux me disent, aujourd'hui, ou il y a des années à propos de l'Afghanistan, mais qu'en est-il des femmes, Janice? Tu condamnes l'impérialisme américain, mais c'était une solution pour les femmes, non? Eh bien non, ce ne l'était pas. Les femmes d'Iran, Glenn, n'ont pas besoin de bombes tombant des F-35, larguées sur elles par, n'oublions pas, une administration de Washington, misogyne, misanthrope et raciste, ou encore par les suprémacistes génocidaires de Tel Aviv. Pour reprendre le magnifique slogan des manifestantes et manifestants, surtout après le meurtre d'Amini, la jeune fille de 17 ans morte en détention en Iran pour ne pas avoir porté son hijab. Femme, vie, liberté, n'est-ce pas? Ce mouvement, eh bien, le chemin vers femme, vie, liberté, ne passe pas par les ruines fumantes de Téhéran. L'idée, comme l'a si bien formulé Gayatri Chakravorty Spivak, la philosophe politique féministe, est que la notion selon laquelle des hommes blancs et racistes libéreraient des femmes brunes en les bombardant, elles, leurs enfants et leurs hommes bruns, et que cela mènerait d'une manière ou d'une autre à leur libération des hommes bruns, est absurde. Elle a parfaitement raison. La libération des femmes en Iran, comme en Afghanistan et en Irak avant cela, passe par la défaite des puissances mêmes qui, depuis 70 ans, s'emploient à faire en sorte que l'Iran ne connaisse jamais ni la paix ni la démocratie.
Souvenez-vous du coup d'État de 1953 qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu de Mossadegh. C'était la CIA. Mon point est donc que le peuple iranien doit d'abord être libéré de l'horrible alternative entre le régime actuel et un destin pire que ceux de l'Irak, de la Libye et de la Syrie réunis. Car c'est ce que Netanyahou veut pour l'Iran, et il en est le principal instigateur. Ce n'est pas Trump. Trump a été récupéré, pour des raisons que nous découvrirons dans 5, 10 ou 20 ans. Le plan de Netanyahou est de transformer l'Iran en un État failli, comme la Libye, comme la Syrie. Ce ne sera pas la libération des femmes d'Iran. Il faut être très clair à ce sujet, c'est un point féministe à mon sens. Oui, eh bien j'ai vu le président du CEPAC. Il faisait remarquer que la mort de ces 160 jeunes filles pourrait être préférable au fait qu'elles aient à porter la burqa. Mais tu sais, on ne porte pas de burqa en Iran. Il ne semblait pas le savoir. Et j'étais aussi en Iran l'année dernière, en mai, juste avant que les Israéliens ne commencent à bombarder. Et même dans les rues, il y a beaucoup de femmes qui choisissent de ne pas porter le hijab non plus. Donc, je pense que l'impression qu'on en retire, c'est que c'est un peu la version chiite des talibans. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement là-bas est libéral ou tolérant en tout point. Il semble simplement qu'on l'ait diabolisé un peu au-delà de ce qui paraît raisonnable. Mais j'aime ton idée, tout le concept de libérer d'autres peuples. On a vu cela après la Révolution française. C'était censé être un idéal libéral. Et puis bien sûr, ils ont poursuivi. Nous allons aussi libérer d'autres peuples. Ou après la Révolution bolchevique. Nous sommes maintenant libérés de la classe capitaliste. Nous allons apporter la liberté aux autres. C'est donc toujours dangereux lorsque ces valeurs de liberté se mêlent à la domination à l'étranger. Mais moi, comment vois-tu le gouvernement iranien? Quels sont selon toi leurs objectifs aujourd'hui? Eh bien d'abord, je pense que beaucoup de gens aux États-Unis ne voient pas que la théocratie actuelle en Iran est aussi liée au coup d'État de 1953. C'est-à-dire, après que les Américains ont installé un shah très brutal et sa SAVAK, qui était en gros la SS iranienne de l'époque. Vous savez, les seuls endroits où l'on pouvait s'exprimer un peu librement étaient les mosquées. Donc il était assez logique que le discours politique se mêle à la religion. Mais encore une fois, une grande partie de tout cela semble être en quelque sorte de leur propre création. Mais la situation actuelle de l'Iran, comment évaluez-vous leurs objectifs, leurs buts? Que cherchent-ils à accomplir dans cette guerre? Je sais qu'ils n'ont pas choisi cette guerre, mais maintenant qu'ils y sont engagés, je veux dire, si vous les conseillez ou si quelqu'un d'autre les conseillait, quels conseils pensez-vous qu'ils reçoivent? Eh bien, avant de répondre à votre question, qui est une question très importante, permettez-moi de dire qu'au fond, les États-Unis ne changent pas vraiment beaucoup aujourd'hui. Vous souvenez-vous, après My Lai au Vietnam, de ce général américain qui est venu justifier le massacre de civils vietnamiens en disant « Oh, eh bien, nous avons dû détruire leur village pour les sauver du communisme. » C'est exactement le même argument. Que nous devions tuer ces jeunes filles dans leur école, les bombarder jusqu'à les réduire en miettes, les transformer en une pulpe humaine de chair, d'os et de sang, afin de sauver les femmes. Vous savez, il y a une continuité dans la misanthropie de l'impérialisme des États-Unis. Pour en venir à votre question sur le régime iranien lui-même et sur le fait de savoir s'il a été diabolisé ou non, bien sûr qu'il a été diabolisé. Et vous savez, je dis cela en tant qu'opposant à la théocratie. Je le dis en tant que marxiste libertaire, comme je me définis moi-même pour semer un peu la confusion et en tant que féministe. Mais vous savez, comparer et opposer l'Arabie saoudite à l'Iran. Maintenant, dans quel pays pensez-vous que les femmes sont les plus opprimées?
Je dirais que c'est en Arabie Saoudite. Personne ne songe à bombarder l'Arabie Saoudite jusqu'à la réduire en poussière. En effet, M. Trump et ses fils y font de bonnes affaires et ils sont considérés comme des alliés très fidèles. Alors mettons fin à toutes ces absurdités. Maintenant, en ce qui concerne le régime, écoute, ici je vais te parler en tant qu'homme de gauche parce que la gauche en Occident a besoin qu'on lui rappelle à quoi ressemble ce régime. En 1969, Glenn, lorsque le peuple iranien s'est soulevé contre, comme tu l'as dit, la dictature fasciste du Shah et sa Gestapo que la CIA avait aidé à mettre en place, la SAVAK, une agence de renseignement et de répression devenue synonyme de torture en Iran. Donc d'abord, il y a eu le renversement de la démocratie en 1953 par la CIA et les services de renseignement britanniques. Ils ont imposé cette dictature fasciste impitoyable. Alors, tu sais, c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu tout droit moral de parler de démocratie en Iran. Et cela a provoqué la révolution spontanée de 1969, qui n'était pas seulement une révolution islamique. Il y avait des progressistes, des socialistes, des communistes, et tous reconnaissaient l'importance de la figure de l'ayatollah Khomeini, et ils le soutenaient. Quand les États-Unis ont compris sous la présidence de Carter à l'époque, qui était censé être le plus libéral et le plus bienveillant des présidents d'après-guerre, que la révolution iranienne allait réussir à renverser le Shah, la CIA, le Pentagone et le département d'État, ont immédiatement pris le parti des islamistes les plus virulents au sein de ce mouvement. Et comme par hasard, une fois que les islamistes ont pris le contrôle de cette révolution, la première chose qu'ils ont faite, Glenn, a été d'assassiner la gauche. Ils ont arrêté tout le comité central du Parti communiste, un parti qui avait participé à la révolution de 1969 et soutenu Khomeini, et les ont assassinés. De plus, dès le début, bien que le régime fût moins plutocratique que les États du Golfe, que l'Arabie saoudite, et malgré une conscience sociale plus marquée que celle de ces régimes sunnites du Golfe, très peu de temps après 1969-1980, le régime iranien a néanmoins adopté, souvenez-vous, c'était l'époque où le néolibéralisme commençait à s'imposer en Occident avec Thatcher, Reagan et ainsi de suite, des politiques néolibérales. Surtout dans les années 1990, il y eut une vague de privatisation, de suppression de subventions et une véritable austérité, une austérité réelle imposée par la République islamique à la majorité des Iraniens. Et vous savez, si l'on remonte à 2017, 2018, les premières rébellions, puis de nouveau en 2022, lorsque Mahsa Amini a été tué en garde à vue, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a eu un nouveau soulèvement. Le moteur de ce soulèvement était une réaction sociale, un bouleversement, une rébellion contre les politiques néolibérales du régime. Quiconque a suivi la couverture occidentale de la politique iranienne au cours des 20 ou 30 dernières années aura remarqué qu'en Occident, on parle des réformistes et des conservateurs. Vous savez, ce sont effectivement deux factions au sein de la République islamique du régime, et elles ont des divergences. Mais leurs différences ne relèvent pas vraiment d'un clivage entre la droite et la gauche. Non. La différence, c'est que les soi-disant réformistes sont plus enclins à intégrer les entreprises privées qu'ils contrôlent, résultat de la vague de privatisation. Ils veulent que ces entreprises privées soient connectées, intégrées en particulier à l'Union européenne et au Royaume-Uni, et si possible aux États-Unis, même s'ils comprennent que cela est difficile. Ce sont eux qui étaient si enthousiastes à propos du plan d'Obama, car Obama, tu sais,
Il me l'a d'ailleurs dit personnellement lorsqu'il était encore président à la Maison-Blanche en avril 2015. Considérait que sa priorité absolue avant de quitter ses fonctions à l'époque était de réintégrer l'Iran dans les circuits financiers capitalistes internationaux. Et tu sais, il avait signé l'accord, il avait obtenu le soutien de l'Union européenne. Puis Trump arrive et réduit tout cela à néant. Les conservateurs n'étaient pas enclins à voir leurs propres entreprises, qu'ils avaient acquises par la privatisation, être intégrées à l'Occident. Ils ne faisaient pas confiance à l'Occident pour leur permettre cette intégration sans qu'ils aient à renoncer à leur projet de créer un âge d'or islamique. Ils étaient donc davantage tournés vers la Chine et la Russie. Voilà la fracture. Depuis que les Israéliens ont transformé leur longue campagne de nettoyage ethnique de la Palestine en un génocide pur et simple des Palestiniens à Gaza, et après les bombardements de l'Iran en juin dernier par Trump et Netanyahou, les conservateurs au sein du régime et les soi-disant réformistes, je pense, ont compris qu'il n'y avait plus de place pour leurs divergences. Et ils sont entrés dans une nouvelle phase de survie. Vous savez, ils s'y préparent depuis 30 ans. Ils disposent apparemment de très grands stocks de drones et de missiles. Et en tout cas, n'oublions pas qu'ils ont enduré une guerre atroce de 8 ans que les États-Unis ont déclenchée contre eux par l'intermédiaire de leur pantin dans la région, Saddam Hussein, que les États-Unis contrôlaient et ont dirigé pour envahir l'Iran en 1980 afin de renverser le régime avec le financement du Koweït et des autres États du Golfe. Ils ont subi plus de 600 000 morts. Ils ont subi des attaques aux armes chimiques fournies par les États-Unis. Il est donc important de nous en souvenir, car les bombes qu'Israël et les États-Unis lâchent actuellement du ciel, juste au-dessus des têtes des Iraniens, à la fois du peuple et du régime, je ne pense pas qu'elles aient la capacité d'accomplir ce que Saddam Hussein n'a pas réussi à faire avec des armes chimiques. Donc pour le dire franchement et répondre à votre question, je pense qu'en termes de survie et de maintien de leur régime, ils doivent une dette de gratitude à Donald Trump. Eh bien, non, absolument pas. C'est une caractéristique courante. Rien ne crée plus de solidarité interne qu'une puissance extérieure qui vous attaque. Mais ils sont aussi capables, au-delà du gouvernement, de conserver le contrôle et de maintenir un soutien public suffisant. Ils semblent capables d'encaisser la douleur en ce qui concerne les attaques contre les installations militaires, les sites économiques et d'autres infrastructures civiles. Donc, étant donné qu'ils peuvent supporter ce niveau de punition, et puisque Trump a plus ou moins confirmé qu'ils ont plus de cibles militaires à frapper, qui, selon vous, va gagner cette guerre? Et à quoi ressemblerait une telle victoire? Eh bien, je sais certainement qui va perdre cette guerre, ça dépend. Ceux qui perdent chaque jour, ce sont les habitants de l'Iran, les femmes d'Iran que l'Occident prétend vouloir libérer, et les habitants des États-Unis, la classe ouvrière des États-Unis. Donc les classes ouvrières d'Iran et des États-Unis sont perdantes. Si vous êtes un partisan de MAGA qui a voté pour Trump, vous parcourez en moyenne 100 000 par jour pour aller au travail et en revenir. Vous conduisez un SUV très gourmand, vous avez du mal à joindre les deux bouts, et maintenant le prix de l'essence a doublé. Vous êtes donc le grand perdant. Tu es un grand perdant si tu es un Iranien qui n'est pas lié au capitalisme de connivence du régime, si tu es simplement un être humain. Ce sont ces gens-là qui perdent. Ainsi, la grande majorité des Américains, des Européens, des Iraniens et des habitants du Sud global voient maintenant les prix des denrées alimentaires augmenter parce que les engrais augmentent, parce que le pétrole augmente, parce que le gaz naturel augmente.
Donc tu sais, les travailleurs du monde entier sont unis dans leur rôle de perdants de cette guerre. Et qui gagne? Je pense que s'il y a des gagnants, ce sont les dirigeants du régime. Pense à Khamenei, le plus jeune, qui est aujourd'hui le guide suprême de l'Iran. De son point de vue, il occupe la position morale la plus élevée. Vous savez, son père a été tué, sa femme a été tuée, sa mère a été tuée, sa sœur a été tuée, son fils a été tué. Et il reste, du moins pour l'instant, dans la mesure où il est encore en vie, enraciné en Iran, où le soutien au régime demeure très fort, parce que ce régime n'a pas été imposé de l'extérieur. Il s'est développé de manière organique, quoi qu'on en pense. Et comme je l'ai dit, je suis un opposant à ce régime. Mais néanmoins, c'est un régime qui bénéficie d'un soutien populaire, peut-être minoritaire, mais d'une large minorité. Et le plus important, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Je vais le répéter, Glenn. J'espère que vous me pardonnerez. Parmi les dissidents rationnels et sensés, ces Iraniens qui d'un côté détestent ce régime mais de l'autre ont la capacité de réfléchir posément, beaucoup comprennent qu'ils n'ont pas à choisir entre démocratie et théocratie. Ce n'est pas le choix qu'on leur propose. Si tel était le cas, ils auraient choisi la démocratie, la normalité. Mais ce n'est pas le choix. Le choix que la guerre illégale de Trump et Netanyahou leur impose est celui entre la théocratie, le régime actuel, et un État failli, une Libye, une Syrie. Et ils hésitent à choisir cette dernière option simplement pour se débarrasser de la théocratie. Et c'est là une grande réussite pour le régime. Oui, je trouve étrange que Trump ait vraiment tweeté que la hausse des prix du pétrole est une bonne chose. L'Amérique est un exportateur d'énergie. Nous nous enrichissons. Mais comme tu l'as dit, il est important de regarder les classes, car je suppose que l'oligarchie va en tirer profit, tandis que la personne moyenne n'en verra rien de bon, seulement des prix plus élevés à la pompe. C'est curieux, parce qu'il s'est présenté non seulement comme anti-guerre, mais aussi comme populiste, en affirmant que les élites étaient trop détachées du peuple. On dirait que ces tweets font de lui le pire populiste qui soit. Il ne semble pas comprendre comment cela affecte l'homme de la rue. Au lieu de cela, il ne s'agit que de la manière dont les grandes entreprises vont s'en sortir. Comment voyez-vous que la guerre a changé? Parce que, en observant la guerre en Ukraine ces dernières années, on ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'Occident avait réussi à établir une bonne position de tir en Ukraine. En gros, il pouvait frapper la Russie, et la Russie ne pouvait pas vraiment riposter. Il pouvait attaquer et détruire l'Ukraine. Mais pour l'Occident, il y avait une sorte de sentiment d'immunité. On pouvait frapper la Russie. Mais maintenant, on voit la Russie partager des renseignements avec l'Iran, apparemment. Et ça semble très, très probable. Et la Chine dispose également d'une surveillance étendue dans la région. Je suppose qu'elle partagerait aussi ces informations avec l'Iran. Nous voyons l'Iran tenir les États du Golfe pour responsables d'avoir permis l'utilisation de leur territoire. Certains évoquent même l'idée qu'ils devraient recevoir une compensation après cette guerre. Ainsi, les règles de la guerre semblent devenir plus complexes. Considérez-vous que cette situation soit stable? Ou pensez-vous qu'elle pourrait s'étendre en une guerre de grande ampleur entre grandes puissances? Eh bien, j'espère que cela ne se transformera pas en une guerre entre grandes puissances. Car alors, vous savez, un hiver nucléaire nous consumerait tous. Écoutez, je ne suis pas dans le domaine de la prédiction, mais ce que je peux dire, c'est que le grand changement par rapport aux guerres passées, c'est la technologie des drones, la manière dont les drones ont modifié l'économie politique de la guerre et son équilibre. Je ne vais rien dire que vous ou notre public ne sachiez déjà, mais il est important d'en parler.
Ainsi, lorsqu'un drone coûtant 5 ou 6 000 $ est abattu par les Américains à l'aide d'un missile Patriot à 1,6 million de $, l'économie politique fonctionne d'une manière contraire aux intérêts, aux projets de Donald Trump. En Ukraine, les guerres de drones nous ont, je pense, alertés sur un danger très sérieux auquel nous faisons face en tant qu'espèce, en tant qu'humanité. Je pense que la guerre en Iran le confirme désormais. Si l'on regarde la guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre entre, en particulier une guerre entre les techniciens qui tentent de brouiller les signaux des drones ennemis. Cela signifie que nous avançons très rapidement vers une situation où les vainqueurs seront ceux qui parviendront à créer des drones autonomes basés sur l'IA, de sorte qu'il ne soit plus nécessaire qu'un humain dirige le drone à distance. C'est important, car une fois que nous comptons sur des machines que nous envoyons dans l'éther et qui fonctionnent de manière autonome, premier point. Deuxième point. Lorsque vous en avez tellement que toutes les autres armes conventionnelles deviennent inutiles, comme les chars Léopard, les canons classiques et tout le reste, vous avez essentiellement un essaim de machines pilotées par l'IA qui s'entretuent et tuent des gens. Et il n'y a plus d'être humain dans la chaîne de commandement, là où les décisions sont prises à chaque fraction de seconde pour déterminer qui va être abattu et qui va être tué. Alors soudainement, nous nous retrouvons dans une sorte de jeu de guerre techno-féodal, ou si l'on veut, sur un champ de bataille ou un champ de mort, où le président des États-Unis, le général de l'armée américaine, ou même le camp adverse, conservent encore la capacité de prendre une décision. Ils peuvent décider, d'accord, allons à la guerre. En d'autres termes, nous nous dirigeons vers un risque très grave auquel nous faisons face en tant qu'humanité, en tant qu'espèce, celui de glisser dans un état de guerre permanente, où la guerre devient la norme et la paix une erreur du système. Et vous savez, nous n'en sommes pas encore là. Mais, vous savez, avec la guerre en Ukraine, la manière dont Palantir, Anthropic, Amazon, Google et d'autres ont entraîné leur programme à Gaza visait à vendre des logiciels aux armées du monde entier, mais aussi à des fins civiles. Palantir a développé un programme pour gérer les moments difficiles dans les hôpitaux britanniques. Des moments difficiles, comme par exemple un carambolage où de nombreuses personnes blessées arrivent aux portes de l'hôpital. Comment gérer les infirmières et les médecins pour minimiser la panique? Palantir a entraîné ses modèles, ses bots d'IA et ses logiciels à Gaza pour les vendre pour des millions et des millions, voire des milliards, au National Health Service britannique. Donc, si l'on met tout cela ensemble, je pense qu'il faut réexaminer tout ce qui concerne la guerre et la paix. C'est également intéressant. La compétition ne porterait pas seulement sur des technologies plus avancées, mais aussi sur des décisions plus imprudentes. Autrement dit, celui qui abaisse, je suppose, le seuil permettant aux drones autonomes de prendre des décisions létales aurait un avantage concurrentiel sur le champ de bataille. Cela en fait donc une arme très impitoyable. L'idée même que nous ayons des lignes directrices morales, c'est quelque chose qui, en somme, vous freinerait. Cela crée donc un système d'incitation très dangereux. Mais aussi, vous savez, avec les technologies, on observe souvent cet effet de saut de génération. Les pays de l'OTAN bénéficient de cet avantage militaire depuis de nombreuses années déjà. Mais avec l'introduction des drones, soudainement, bien sûr, après la guerre en Ukraine, les Russes auront l'armée la plus aguerrie et la mieux entraînée en matière d'utilisation de ces technologies sur le champ de bataille. Pendant ce temps, les Chinois disposeraient, je suppose, d'un point de vue technologique, d'un armement très avancé, d'autant plus qu'ils dominent véritablement les chaînes d'approvisionnement. Ils obtiennent effectivement les terres rares, l'antimoine,
tous ces éléments nécessaires à la fabrication de ces armes. Il semble que le déplacement du pouvoir ne soit pas seulement économique, il est aussi technologique et militaire. La Russie et la Chine apparaîtront très différentes de ce qu'elles étaient il y a seulement 10 ans. Oui, c'est exact. C'est exact. Oui. Mais si nous suivons cette voie, il semble bien que nous y allions. C'est-à-dire que l'Iran est capable d'encaisser toute la douleur. Oui, il subira beaucoup de morts et de destruction, mais il est en mesure de le supporter et, en fin de compte, de commencer à affaiblir la position de l'Amérique dans la région, en continuant à fermer le détroit d'Ormuz, en ruinant l'économie. Eh bien, qu'en pensez-vous? Quelle est la suite pour les États-Unis et Israël? Parce que vous savez, ce sont deux États profondément militarisés. Israël fonde sa sécurité sur la domination régionale, les États-Unis sur la domination mondiale. Aucun des deux ne peut simplement plier bagage et rentrer chez lui en disant « Eh bien, nous avons obtenu une victoire superficielle », à moins qu'ils en aient réellement une, et que par exemple le détroit d'Ormuz soit ouvert. Alors, quelle est la suite selon vous en termes de... Je pense qu'il est important de noter qu'Israël et les États-Unis, bien qu'ils soient totalement unis dans cette série de crimes de guerre qu'ils commettent, sont très différents en ce qui concerne ce que leurs gouvernements respectifs veulent préserver. Netanyahou veut une guerre permanente. Il veut continuer à étendre les champs de mort autour d'Israël. Quelques missiles balistiques tombant sur Tel Aviv ne le dérangent pas si cela maintient les Israéliens dans un sentiment d'insécurité. C'est son jeu. Une insécurité israélienne maximale pour justifier sa guerre permanente, afin qu'il crée beaucoup de bruit sous le couvert duquel il peut continuer, avec les laïcs qui font partie de sa coalition, avec les FDI, avec d'autres agences, à expulser les Palestiniens de leurs maisons, à brûler leurs oliviers, ce qui se produit en ce moment même, jusqu'à ce que la Cisjordanie soit totalement annexée, en dépit de l'interdiction pour laquelle même les États-Unis sous Trump ont imposé des sanctions, l'idée d'annexer la Cisjordanie. Donc vous savez, Netanyahou aimerait idéalement poursuivre ce bombardement de l'Iran et cet affrontement avec l'Iran, ces meurtres à l'infini. Mais ce n'est pas l'administration Trump. L'administration Trump voudrait y mettre fin dès que possible. Le problème qu'il a, c'est que, tout comme Lyndon Johnson dans les années 1960 ou Richard Nixon après lui, il doit déclarer la victoire. Bien sûr, Donald Trump a ce qu'il faut, contrairement à d'autres présidents américains, pour faire ce que les empereurs romains faisaient autrefois lorsqu'ils envoyaient des légions dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et se faisaient battre par les Goths. Certains de ces empereurs romains disaient simplement « Très bien, nous ne pouvons pas vaincre ces Germains, ces Goths, alors ce que nous allons faire, c'est déclarer la victoire, organiser un triomphe à Rome et faire la fête, manger, boire et nous réjouir. » Il pourrait faire cela, mais il y a les élections de mi-mandat. Ce n'est pas une guerre populaire aux États-Unis. Contrairement à d'autres guerres meurtrières menées par les États-Unis, des guerres illégitimes, des guerres illégales, qui, elles, étaient populaires aux États-Unis. Ce n'est pas une guerre populaire. Il doit donc pouvoir dire « Regardez, voici quelque chose que j'ai accompli ». Il ne peut pas le faire s'il retire ses troupes, ses avions et ses porte-avions, et que le régime iranien continue de fermer le détroit d'Ormuz en déclarant « Vous savez quoi, pour nous, ce n'est pas fini. Vous avez tué notre guide suprême. Vous avez assassiné tant de gens. » Tu as assassiné ces filles à l'école. C'est nous qui allons décider quand cette guerre sera terminée. Ce n'est pas toi qui décides quand cette guerre sera terminée. C'est ce qu'ils disent maintenant. Cela place Trump dans une situation terrible, car il ne peut même pas prétendre, avec la moindre crédibilité,
qu'il a accompli quelque chose. Donc à moins qu'il ne fasse preuve d'audace, et tu sais, qu'il enjolive les choses en disant « Oh, j'ai tué Khamenei. J'en ai tué tellement, j'ai éliminé tant de cibles, il n'a aucun scrupule. » Il pourrait dire ça. Souviens-toi, en juin, il avait dit qu'il avait détruit le programme nucléaire de l'Iran. Eh bien maintenant qu'il a déclenché cette guerre, quelle était son excuse? Qu'il veuille éliminer le programme nucléaire de l'Iran. Eh bien, mon pote, tu sais, tu nous as dit en juin que tu l'avais déjà fait. Il se moque complètement d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'est notre meilleur espoir qu'il fasse l'un de ces, tu sais, triomphes à la romaine. Et tu sais, peu importe que les gens croient ou non qu'il a gagné, c'est le scénario le plus favorable. Mais s'il veut ouvrir le détroit d'Ormuz et montrer au peuple américain quelque chose qui convaincra suffisamment d'entre eux de réélire les républicains à la mi-novembre, alors je pense que nous risquons d'y être pour longtemps. Oui, parce qu'il n'y a vraiment rien que tu puisses faire pour rouvrir le détroit d'Ormuz à notre époque. Je veux dire, ils ne cessent de se vanter d'avoir détruit la marine, mais je ne pense pas qu'ils aient besoin d'une marine aussi grande pour viser. Il suffit d'un drone. Pardon? Il te suffit d'un drone à $5 000, oui? Et l'Iran a une capacité infinie à en produire, tout comme la Russie et l'Ukraine. Parce que tu sais, tu as mentionné que la Russie disposait d'une panoplie de drones, l'Ukraine aussi. Ouais, mais ils peuvent construire un ensemble d'immeubles, donc il n'y a pas besoin d'immenses usines militaires. J'imagine que c'est ce qui rend cette guerre si dangereuse. Tout le monde est coincé dans une position dont il ne peut pas se retirer, et les enjeux ne cessent d'augmenter. Mais puis-je dire quelque chose d'un peu plus personnel? Oui, s'il te plaît. Glenn, je suis fatigué. Je parle à titre personnel. Tu sais, une fois de plus, je me retrouve pris dans le dilemme de m'opposer à une guerre illégale déclenchée par les États-Unis contre un pays dont je m'oppose pourtant farouchement au régime. Et permettez-moi simplement de rappeler à nos téléspectateurs, car peut-être que certains d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, ressentent ou ont vécu la même chose. En 1999, après avoir auparavant mené campagne contre Milosevic en Yougoslavie, j'ai été contraint de dénoncer les bombardements de la Yougoslavie par l'OTAN et les États-Unis. En 2003, après 2 décennies de campagne contre Saddam Hussein, j'ai même été arrêté une fois à Londres pour m'être opposé à Saddam Hussein, à l'époque où il était le chouchou de l'Occident, souvenez-vous. J'ai ensuite manifesté contre l'invasion de l'Irak par la coalition américaine. En 2011, j'étais indigné par le régime de Kadhafi en Libye, et je me opposais aux bombardements pour diriger les Américains qui ont transformé ce pays en bourbier. L'année dernière, j'ai toujours qualifié Bachar el-Assad de dictateur impitoyable. Et pourtant, je déplorais les manigances américano-israéliennes qui ont transformé la Syrie, ou plutôt, qui l'ont livré à un agent d'Al-Qaïda. Et maintenant, après avoir célébré la rébellion Femmes, Vie, Liberté, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas d'autre choix que de condamner le plan américano-israélien visant à dévaster l'Iran. Beaucoup de gens m'accusent d'être à la fois un pantin du régime iranien et, vous savez, un pantin des États-Unis. Ils disent « Oh, tu essaies d'être neutre, Yanis? Qu'est-ce que c'est que ça, les deux côtés, on prend les deux côtés ?» Non. Ce que je dis, et j'ai ressenti le besoin de conclure par cette déclaration, c'est que mon devoir en tant que gauchiste occidental est très simple. Quand le gang qui dirige notre quartier, car c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, notre direction agit comme un gang, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, lance une attaque totalement non provoquée contre un gang lointain que je désapprouve également, tuant des innocents, je refuse de rester neutre.
et en même temps je refuse de prendre parti. Ce que je fais, c'est essayer de dénoncer les deux. Mais je reconnais aussi que nous avons en Occident un devoir particulier et primordial, arrêter notre propre gang. Parce que Glenn, ce sont nos impôts qui financent leurs bombes. C'est notre silence qui leur donne notre consentement. Ce sont nos gouvernements qui tuent en notre nom. Nous devons donc empêcher nos gouvernements de larguer des bombes sur l'Iran. C'est notre priorité absolue en ce moment. Je suis d'accord. Eh bien, il n'est pas nécessaire que ce soit une contradiction. On peut adopter une position sur les droits humains et sur la responsabilité des gouvernements sans pour autant diminuer la souveraineté. Il s'agit, je pense, d'être critique envers les gouvernements qui utilisent les droits humains comme instrument de la politique des grandes puissances. C'est là, à mon avis, que beaucoup de gens se trompent souvent. Je trouve simplement fascinant que, pendant 20 ans, ils aient pu dire aux gens que nous occupions l'Afghanistan pour que les petites filles puissent aller à l'école, ou que nous avions envahi l'Irak à cause des armes de destruction massive, ou encore que la destruction de la Libye et de la Syrie était motivée par le souci des États-Unis et de l'OTAN pour les droits humains, ou, dans le cas de l'Iran, que nous voulions simplement aider les filles ou promouvoir la démocratie, ou encore, pour l'Ukraine, que tout cela concernait la démocratie, la liberté ou la souveraineté. Vous savez, les grandes puissances ne font pas la guerre par altruisme. Ils ont un intérêt de pouvoir, et vous le déguisez. Donc je pense qu'il est souvent facile de tirer parti de valeurs supérieures, si l'on peut dire. Ça ne veut pas dire que les gens ne devraient pas avoir de valeurs plus élevées. Mais non, c'est aussi une honte, parce que la démocratie est désormais devenue presque, eh bien les droits de l'homme sont presque devenus un mot laid. C'est-à-dire que lorsque vous entendez les gouvernements parler des droits de l'homme, vous pouvez déjà entendre les bombes être chargées dans l'avion, ce qui n'était pas censé être le cas. Les droits de l'homme étaient censés limiter ce que l'on fait pendant les guerres, pas les rendre possibles. Mais c'est le chemin que nous avons pris. En effet. En effet. Peux-tu imaginer si à l'époque, lorsque certains d'entre nous participaient au mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, c'était de la solidarité internationale, tu sais, libérer Nelson Mandela. Travaillons à imposer des sanctions contre ce régime en Afrique du Sud. N'autorisons pas l'équipe de rugby à participer aux compétitions internationales. Et tout cela, j'en faisais partie. Maintenant, si quelqu'un avait dit « bombardons la population d'Afrique du Sud », j'aurais répondu quoi? Confonds-tu solidarité et impérialisme? Cela aurait été absurde à l'époque. Alors, tu sais, je suis parfois attristé par les progressistes et les impérialistes qui disent « Oh, si tu n'es pas avec le régime de Khomeini, cela veut dire que tu es avec les bombardiers américains. » Non, pas le moins du monde. Je ne pense pas que nous devions choisir un camp. Chaque fois que les gens demandent « Es-tu avec A ou avec B ?», ils te demandent en réalité d'arrêter de réfléchir, car tu ne devrais pas avoir à adopter la position de l'un ou de l'autre. C'est exact. Nous sommes du côté du droit international. Qu'en dites-vous? J'aime bien ça. C'est un sujet dont nous aurions dû parler, il disparaît très vite, mais peut-être la prochaine fois. La prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Glenn, merci. Thank you.